Imaginez que vous êtes au cinéma. Commençons par les sujets qui fâchent. Oui, Lara a tenu des propos antisémites, notamment sur Simone Veil. Et ces propos sont absolument impardonnables. Gilles Perrault me faisait remarquer qu'il les a dit 19 ans après avoir cessé de travailler, alors que d'autres metteurs en scène ont dérapé, quelquefois tout aussi gravement, entre 36, 37 et 44, à une époque où émettre des idées comme ça avait des conséquences beaucoup plus graves. Mais quand même, ça ne peut pas excuser de tels propos. D'autant que la majeure partie de l'œuvre de Lara contredit ses prises de position et les principes du Front National qui l'avait rejoint. Il aurait été amusant, pittoresque de leur projeter Tu ne tueras point, un des seuls films sur et pour l'objection de conscience, écrit et tourné en pleine guerre d'Algérie. Lara s'endetta pour réaliser ce film, qu'il fut obligé, pour des raisons de censure, de tourner en Yougoslavie, ce qui explique en partie les défauts de l'œuvre. Et puis à côté de ça, il y a Le journal d'une femme en blanc. Ce film qui est un plaidoyer pour l'avortement, bien longtemps avant la loi Veil, Simone Veil, que Lara va attaquer de manière ignoble plus tard, et qui va faire dans sa loi ce que le film réclame. Mais si, on pourrait peut-être avant, si on avait le courage de répondre à celles qui nous interrogent. Ce qu'il faut aux femmes, ce sont des enfants qu'elles attendent dans la joie, dans l'espérance. Et j'ai honte de ce pauvre petit ventre saccagé par cet avortement que je n'ai pas su prévenir. Sur Le journal d'une femme en blanc, qui est un film écrit par Jean Orange et René Veller, Michel Cournot avait écrit un article magnifique dans l'Observateur. Ce film énonce la vérité sans accommodement ni mesure. Dès que l'auteur d'un film lutte pour une cause, chacun de ses mots renvoie à un fait vrai. Autant Lara vient de me montrer un hôtel meublé, effrayant d'exiguïté et de crasse, dans lequel une jeune femme n'a pas voulu faire un enfant. Après avoir filmé cet hôtel qui explique bien des choses, autant Lara me montre la jeune avortée dans la chambre d'hôpital où elle va mourir. Je la regarde, cette jeune femme. Je regarde son oreiller propre, le mur blanc, la grande fenêtre, et je comprends à ce moment, par la seule force d'une image simple, que cette jeune femme est couchée pour la première fois dans une chambre propre. Il faut qu'elle se soit faite avorter et qu'elle vienne mourir pour coucher dans des draps blancs, entre des murs blancs. Le film comprend d'autres surprises. Je ferai ma thèse sur la contraception, je l'ai décidé. Mais tu trouveras pas un patron qui l'accepte? J'ai un an devant moi. Ils changeront peut-être d'idée, les patrons. Ils changeront peut-être d'idée, mais ils te le diront pas. La médecine officielle, ma fille. Il y aura peut-être la nouvelle vague de la médecine. Ah, faut pas confondre. Faut pas confondre le cinéma et la médecine. Ça fait très doux et très tendre. Voilà. Ne monte pas plus que ça. C'est absolument nécessaire. Aucune dureté. C'est une fille au grand cœur. Il faut que tu sortes ce cœur et cette truc et cette Oui, là, tu fais voir. avec une grande simplicité. Une femme en blanc se révolte me paraît encore supérieur. C'est un film qui est plus austère, plus tendu, et il bénéficie du tournage en province. Il oppose de manière très très réussie la beauté de certains extérieurs avec la violence de cette histoire, le conservatisme des institutions, le conservatisme des hommes,
le conservatisme du corps médical, et il le fait avec une honnêteté tout à fait remarquable. Le rôle, cette fois, n'est plus tenu par Marie-Josée Natt, elle est remplacée par une remarquable actrice, par Danielle Voll. Il y a des moments dans ce film qui est écrit par le seul Orange, qui sont uniques dans le cinéma français de l'époque. Par exemple, cette scène de dîner. Si on supprime l'enfant d'une femme rubéolique, 1 fois sur 4 on se trompe. On assassine aveuglément un enfant qui naîtrait sain de corps et d'esprit. Oh, et puis la question n'est pas là. Le premier devoir du médecin, c'est le respect de la vie humaine, quelle qu'elle soit, si précaire et si peu enviable qu'elle puisse paraître. Je prolongerai un cancéreux aussi longtemps que je le pourrai, et pourtant je n'ai pas beaucoup de chance de le sauver. Et un enfant mal foutu, je le supprimerai, quand je sais que beaucoup d'espoirs nous seront permis d'améliorer un jour son état. Oh, c'est absurde. Moi, je pense que c'est aux parents à décider. L'histoire de l'enfant, jamais de la vie. Et plus encore à la mère. À la mère? Pourquoi à la mère? C'est elle qui le porte, et portera ce malheur toute sa vie. Vous ne parlez pas en médecin, vous parlez en femme. Il est évident que le second film est d'une autre essence. Il est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus grave. Vous allez plus loin, là. Et on va beaucoup plus loin. Je pense que les données ne seront pas tout à fait les mêmes et que ce film sera plus difficile que le premier. Jusqu'où allez-vous plus loin? Jusqu'où on peut aller. La vérité, c'est que vous êtes une féministe intégrale. La vie de l'enfant appartient à sa mère. Allons, dites-le. Je n'emploie pas le mot enfant. Je ne crois pas que ce germe de vie soit une personne humaine. Et je ne crois pas qu'il ait une âme immortelle. Croyez-vous en avoir une, vous, mademoiselle? Non. Je me considère comme, en tout cas comme quelqu'un de frondeur et quelqu'un qui a à dire des choses qui ne sont pas toujours, des vérités qui ne sont pas toujours très bonnes à dire, évidemment. C'est difficile à imposer dans le concert de conformisme ambiant et dans ces restrictions continuelles que l'on apporte à la liberté d'expression. Nous sommes là au cœur des contradictions Claude Autant-Lara, et Dieu sait s'il y en a. C'est un homme qui n'a cessé de répéter dans ses interviews qu'un film sans venin était un film ennuyeux, et qui a pourtant réussi des portraits de jeunes filles qui sont parmi les plus nuancés, les plus délicats, les plus fins de tout le cinéma de cette époque, qui a tourné des scènes d'amour qui sont tout à fait pudiques et très élégantes, et adopté un propos très féministe qui perdurera dans tous ces films. Regardez par exemple Le mariage de chiffon. Tu sais, puisqu'il faut nous séparer, je veux que tu saches que tu m'as rendue très heureuse pendant ces 10 années que nous avons passées ensemble. Je n'ai rien. Non, je n'ai vraiment rien à te reprocher. Je voudrais que tu emportes un souvenir de moi. Mon petit chiffon. Un vrai, un que j'ai toujours porté et qui ne te quitterait pas. Oh, il ne me quittera jamais. Ce sont... Tes boucles d'oreilles? Mais tu ne veux tout de même pas que je les porte? C'est tout de même toi qui m'obligeais à les porter. Quoi? Oui? Tu ne te souviens pas? J'avais 11 ans. Tu m'avais fait ce cadeau et tu voulais absolument me les voir aux oreilles pour la première communion. C'était gentil, non? Non, c'était méchant. Tu m'avais emmené chez un bijoutier de la place des Quinconces. Quand je l'ai vu, il m'a fait l'effet du bourreau. Oh, simplement. Dis donc, je voudrais t'y voir si on voulait te percer les oreilles avec une grosse aiguille sale et un bouchon. Oui, c'est vrai, je me souviens. Et puis, elles sont affreuses, ces boucles. Tu n'as jamais eu beaucoup de goût. Ça, j'avoue que... Tu les mettras n'importe où. Dans ton portefeuille, dans ta bourse, ou après ta chaîne de montre. Et si on te demande ce que c'est que ces horreurs, tu répondras n'importe quoi. Mais tu te rappelleras que ces 2 boucles ont été 2 fois l'occasion de ma peine. Le jour où tu me les as données et le jour où je te les ai rendues. Quand je suis revenue à Paris, parce que c'était la zone d'occupation, là c'était compliqué la vie, je retrouve Janson et qui me dit « Oh, mais tu arrives très bien, on va tourner un film et c'est un film pour toi. Personne d'autre que toi ne doit tourner ce film. » Ah bon, qu'est-ce que c'est? Le mariage de chiffon. Et alors, Janson et Orange, qui me connaissaient, me disent « Mais ne crache pas comme ça, va voir Autant-Lara. »
Tu le connais? Ben, je dis non, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Alors tu vas le voir, et Henri Janson me dit, tu verras, c'est un con, mais il a du talent. Alors avec ça, je suis allée voir Lara, qui m'a reçu. J'ai cru qu'il allait me taper dessus, c'est bien, tellement il était aimable et gracieux. Il m'a vu comme une furie. Il m'a dit, vous, je vous préviens, je ne veux pas de vous. Ça commençait bien, hein? Eh bien, si je vous épousais, j'aurais peur de vous tromper. C'est sans gêne de vous dire cela, mais il le faut. C'est pas que vous me déplaisez, non, mais j'ai jamais eu envie de vous épouser. Quand j'ai lu ça, moi je dis, je l'attends, autant Lara, on verra bien, etc. Alors j'ai attendu, puis j'ai vu revenir Lara avec sa casquette, il avait sur sa casquette comme ça. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, bon, bah alors on va faire des essais. On verra bien, on va faire des essais. Et il m'en a fait faire. C'est du vice. Il m'a fait faire, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'essais, sous la pluie, tombant dans la bourre, n'importe quoi. Et puis il m'a eu. Et quand elles prennent un mari, elles ne savent même pas lui faire cuire un pot-au-feu. C'est en voyant Douce, et notamment la scène de la visite chez les pauvres, qui fut coupée sous l'occupation, que j'ai eu envie de travailler avec Jean Orange et Pierre Bost. Je te quitte, en te souhaitant un joyeux Noël et à ton mari. Joyeux Noël! Et moi, je prie Dieu qu'il vous garde en vie longtemps. Longtemps, pour le bien des pauvres gens. Je te souhaite la patience et la résignation. Et vous, ma petite dame, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Souhaitez-lui l'impatience et la révolte. J'ai eu envie de rencontrer des gens qui avaient écrit en 1942 les mots impatience et révolte, et qui refusaient patience et résignation. Oui, j'ai eu envie de les connaître. Douce est un film âpre, dur, qui se verra décerner la cote 6 par la centrale catholique, la plus sévère à proscrire. Même dans Douce, où dès la première scène, qui est absolument bouleversante, on voit où vont les sympathies de Lara et d'Orange. Vous le voyez souvent, tous les jours. Est-ce lui qui vous recherche ou bien vous qui allez vers lui? Nous vivons sous le même toit. Est-ce un de vos parents? Non. Un familier, un ami? Non. Y a-t-il une différence sociale entre vous? Oui. Une différence assez grande pour rendre le mariage impossible. Un domestique. Croyez-moi, cet amour ne peut pas vous apporter le bonheur. Je ne vous menace pas des bêtes de l'enfer. C'est ici-bas et sans tarder que vous trouverez votre enfer. Si c'est avec lui, je n'en demande pas plus. On est seul en enfer, seul, sans espoir et sans aide. Je vous conjure de réfléchir. C'est tout réfléchi. Même dans cette dureté, dans cette âpreté, on sent une tendresse pour le personnage de Douce, pour le personnage de son père. Comme sa jambe tape fort dès qu'il fait noir. Vous l'entendez? Ça ne vous fait pas un peu peur la nuit? Moi, quand j'étais petite, j'avais peur de lui à cause de sa jambe. Pauvre papa. Que joue extraordinairement bien Jean de Bucourt. Savez-vous par qui a été écrit ce livre? Par un officier d'artillerie. Comment on pourrait se tromper sur les gens? Moi aussi, j'ai été officier d'artillerie pendant la guerre. Oh non, non, même pas. Vous savez, je n'ai pas réussi grand-chose dans ma vie. Si ce n'est ma fille, peut-être, Douce. Mais à part Douce, non, vraiment, j'ai tout manqué. La guerre, par exemple. D'abord, je l'ai perdue. Et puis, je n'ai même pas réussi à y laisser la jambe que je devais perdre. Remarquez que ce personnage d'infirme, d'éclopé, est un des nombreux personnages d'hommes diminués, d'hommes mutilés, qui sont une des caractéristiques du cinéma français sous l'occupation. Comme si la défaite, la déroute qu'avait subie la France avait poussé les auteurs à montrer
dans le cinéma une masse de personnages malades, infirmes. Comme votre jambe tape fort, père. Je marche aussi doucement que je peux, mais la nuit, tout prend une plus grande résonance. Je ferai changer le caoutchouc. C'était les femmes qui les remplaçaient. Le féminisme que l'on sent dans tous les films de l'occupation va perdurer dans les autres œuvres de Lara. Allez-y, vous, mademoiselle. Autre contradiction de Lara, c'est quelqu'un qui, sur le plateau, hurlait, criait, tempêtait. Il jouait en même temps que les acteurs, ce qui avait prodigieusement énervé Gabin, qui lui avait dit « Va au fond du plateau, je ne veux pas te voir ». Il faisait tous les gestes en même temps qu'eux. A réussi de merveilleuses scènes de comédie. Tout ce qui rentre par cette oreille, ça me va par l'autre. Et entre les deux oreilles, ça vous reste pas un peu? Autre peu, sitôt que le pénitent, le dos tourné, s'est envolé. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Autrement, vous savez, avec ce qu'on nous raconte, hein. Dites votre confiteor. Je me rappelle plus. Alors, commencez votre confession. Depuis 20 ans, mon père... Vous vous êtes pas confessé depuis 20 ans? Non, mon père. Ça va être long. Mais d'abord, donnez-vous un coup de peigne. Je me demande comment diable vous avez eu l'idée de nous mettre danseurs avec une tête comme ça. Je n'ai jamais souhaité dire qu'on danse avec sa tête. Oui, ça va bien, venez. Ma cousine, permettez-moi de vous présenter votre maître à danser, Monsieur l'Iroquois. Monsieur Loriquet. Qui est venu d'Orléans tout exprès pour vous. Madame, mademoiselle. Monsieur, mon cousin vous a mis au courant, n'est-ce pas? Oui, madame, il s'agit, je crois, d'un mariage. Non, d'un bal. Et vous désirez danser le pas des patineurs. Non, le quadrille des lanciers, il n'a rien compris. Mais dites-moi, monsieur, est-ce que vous avez la musique au moins? J'ai toutes les musiques, madame. Là-dedans. Oui, oui, ça commence bien. Dites, connaissez-vous seulement le quadrille? Je vais tâcher de me le rappeler, monsieur. Mais au fait, savez-vous danser? Bon, j'ai les jambes un petit peu raides, mais l'essentiel dans l'enseignement, c'est la voix. La voix. C'est ça, c'est parfait. Julien Sorel n'a pas tué, mais il a voulu tuer. C'était quelqu'un qui pouvait avoir un découpage un peu guindé, un peu raide. Il n'a pas les idées perçantes de Carnet à l'époque Prévert, il n'a pas le lyrisme de Grémillon, l'invention extraordinaire de Renoir ou l'acuité de Decoing. Ce style peut paraître académique, surtout dans ces films en couleur qui sont suréclairés. Alors là, de ce côté-là, très démodé. Il peut aussi avoir des idées fulgurantes, aériennes. Je pense au Mariage de chiffon, où il y a brusquement une série de travelling dans une maison vide, pendant qu'on entend tout un dialogue en off. Je lui avais écrit à Lara ça. Et il m'avait répondu qu'il l'avait improvisé à la suite d'une faute du producteur, les acteurs n'étaient pas là. Vous êtes jeune, 50 ans, par là. Un peu moins quand même, hein. Oh, pour moi, vous êtes jeune. J'en ai 76. Si ça ne vous fait rien, vous montrez seul. Il pouvait aussi avoir des intuitions visuelles révolutionnaires. Il fut le premier à utiliser l'hypergonard du professeur Chrétien, ce qui allait devenir le cinémascope, pour une adaptation de Jack London, Construire un feu. L'État français, refusant de croire à cette invention, la laissa partir aux États-Unis, où elle fut achetée par la Fox, qui nous revendit par la suite les objectifs. Le style de Lara se rigidifia un peu après Le Diable au corps. Il me disait « Jeudi, je tourne le plan 51 à 10 heures, un travelling de 12 mètres. Mais Claude, s'ils veulent marcher plus vite et aller plus loin, ils peuvent pas, il n'y a plus de décor. » Je ne comprenais pas très bien cette manière de tout codifier à l'avance, et cela guinde parfois la mise en scène, mais sans jamais étouffer le ton personnel de Lara, en tout cas dans ses meilleurs films, ni les idées visuelles audacieuses élaborées avec la complicité de Max Douy. Les décors stylisés, quasi inexistants, dans les rues de la traversée de Paris, remplacés souvent par des draps noirs. J'ai les yeux dans les oreilles, moi.
Quoi? Rien. Tu veux pas une pipe, honnête homme? Pas dans le travail, on sent pas le plaisir. Et puis d'abord, c'est à toi qui les a donnés, les pipes. Eh ben, c'est pour ça que je t'en offre une. Et c'est peut-être pour ça que j'en veux pas, si tu comprends. Mademoiselle Amélie d'Avranches est-elle chez elle? Vous preniez au-dessus de notre sol. Ou les plans d'une stupéfiante virtuosité dans Occupe-toi d'Amélie. Il y a un plan qui est phénoménal. D'ailleurs, quand on en parlait avec Max Douy, il se souvenait encore du numéro. Il disait « Ah oui, je crois que c'est le 34, c'est le plan 34 ». Dans le même mouvement, on passe du cinéma au théâtre. C'était une idée complètement révolutionnaire. Et le film est totalement révolutionnaire. Cette adaptation de Feydeau, qui a profondément énervé les héritiers, qui l'ont interdite pendant longtemps, était incroyablement audacieuse. C'est un film qui témoigne d'une joie, d'une invention tellement constante, et on peut le compter parmi les grands chefs-d'œuvre de Lara. On ne peut pas abandonner Lara sans évoquer ses parents, parce que je crois que c'est là que réside la clé, peut-être, de son caractère, de son personnage. Son père, qui était un architecte tout à fait réputé, avec la complicité de sa femme. Comédienne. Tenez, voyez-vous, je vous avais apporté ça, justement. C'est son premier prix de comédie en 1895. Et après, elle est entrée à la Comédie Française, sociétaire et vice-doyenne. Elle a été la première sociétaire de la Comédie Française à être affiliée à la CGT en 1921. Vous n'imaginez pas le scandale que ça a été dans Paris. Et elle est partie dans des conditions extraordinaires. Mes parents ont dit il faut mettre en action tous les principes pour lesquels nous nous sommes battus jusqu'ici. Et alors, ils ont fait construire au 66 de la rue Le Pic un petit théâtre de poche de 120 places dans lequel ils ont entamé pendant 25 à 30 ans une espèce de lutte pour le nouveau théâtre. Ils ont monté un certain nombre de pièces, je crois, les premières versions des pièces de Paul Claudel, des pièces de Courteline, énormément d'avant-gardistes russes, de pièces de Maïakovski. Donc tout un théâtre extraordinairement audacieux. Et ils se sont ruinés parce que les entrées étaient gratuites et c'était interdit aux critiques. Je crois que cette expérience a beaucoup marqué Claude Autant-Lara, qui s'est frotté à ces textes. Ça explique l'amour de la langue qu'il a conservé dans tous ses films. Non. Mon petit, la chasse va bientôt ouvrir. Alors je suis passé au château. C'est vrai que tu as un château. Et tu as encore le tien si tu avais eu pour 2 sous de cervelle. Je préfère pas de château et pas de cervelle. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Et voir rien, la lumière. Ne fatigue pas. Il n'y en a plus. Ah, le courant est toujours coupé. Pas toujours, mais de nouveau. Je suis abonné aux coupures. Anne-Marie, du feu. Tu as des allumettes? Oui, tiens. Et ça ne te fait pas honte que ta sœur aille ramasser du bois pour allumer son poêle? Ma foi, non, c'est déjà une espèce d'effort vers le travail. Oh, mais pardon, monsieur mon frère. Nous travaillons. Ah. Pour le grand bazar. Oui, je sais. Ah, vous devez être exploité. Forcément, quand on travaille. De l'avoir rangé dans les tenants de la qualité française est ridicule. Je veux dire, cette expression qualité française signifie des techniciens impeccables, sans personnalité. Or, la personnalité de Lara, on la devine. On la sent dans ses films. On la sent dans la plupart des scènes. En tous les cas, dans les films qui sont écrits avec Orange et avec Bost. Martin! Oh merde! Oh, excusez-moi, mais c'est...
Grand Gilles. Ah oui, Grand Gilles, je me rappelle. Ah ben Grand Gilles. Alors Martin, toujours les valises? Ah oui, celles des autres. Au revoir. Au revoir. Il est des cinéastes dont j'ai redécouvert le talent à plusieurs reprises au long des années. René Clément est de ceux-là, comme si sa versatilité, son brio, son invention visuelle se retournaient contre lui. Quand on parle d'un de ses films, on oublie souvent ceux qui les précèdent. J'ai encore lu ici et là, à propos des Maudits, des articles le définissant comme l'un des piliers de cette qualité française. Cinéma mis en scène de manière conventionnelle et sans réelle ambition, un cinéma de studio piloté par la production et l'écriture scénaristique. Sans ambition, Les Maudits, Monsieur Ripois, Jeu interdit, en studio, La bataille du rail, Au-delà des grilles, Plein soleil. Je me souviens encore de la découverte de Jeux interdits, film qu'il était de bon ton de critiquer, au cinéma Le Demour, rue Pierre Demour. Les premières séquences me clouent sur mon fauteuil. La description de l'exode, le mitraillage des réfugiés, tout cela me paraît admirablement mis en scène. Quand Brigitte Fosset découvre ce qui est arrivé à ses parents, j'entends une spectatrice s'écrier derrière moi « Pauvre petite, ils ont tué son chien ». J'apprendrai plus tard par Jean Orange, ce qui n'avait jamais été dit, que Jeux interdits était un sketch à l'origine, que le producteur, Robert Dorfman, faute de trouver de l'argent pour les 2 autres épisodes, décida de transformer en long métrage. Et Clément filma avec un brio, une fluidité, une invention incroyable les nouvelles scènes. Plusieurs mois après, avec une nature, avec des enfants qui avaient changé. Et personne ne s'en aperçut, jamais. Voilà une preuve éclatante de son talent de metteur en scène. Des escargots. Il y a aussi La bataille du rail. Film de résistance, film exemplaire, film pionnier, tourné avant la fin de la guerre avec des acteurs non professionnels. Et toute la première partie d'Au-delà des grilles, avec cette idée brillante, autobiographique, m'avait dit Jean Orange, de cette rage de dents dont souffre Gabin dans un pays dont il ne parle pas la langue. Dentista. Ah, dentista, cerca un dentista, è un francese. Ne conosco uno bravo, a Place Corvetto. Piazza Corvetto lo opereranno, è molto meglio che vada dal dottor Benetti in via San Bernardo, spenderà meno, lo conosco. Ma tu sta zitta, hai capito? Io so quello che dici. Chez Clément, la virtuosité technique a aussi un sens. Dans ses meilleurs films, on côtoie l'abîme. Et dans Les Maudits, on le côtoie physiquement, avec ce sous-marin qui doit se cacher sous les eaux, et moralement. Tous sont en train de tomber dans le gouffre. Par là, tout droit. Prenons ce plan inouï des Maudits, à une époque où le steadicam n'existe pas. Il nous plonge en un seul mouvement au cœur d'un univers oppressant où cohabitent les rancœurs, les haines, les rivalités. On sait, plus loin, plus loin.
C'était fait avec une caméra extrêmement lourde qu'on avait littéralement agrafée sur le dos de l'opérateur qui marchait en marche arrière. Mais quand on rentrait dans une cabine avec une caméra, une fois que la caméra était rentrée, on ne pouvait plus faire entrer l'acteur. Mais le résultat a été que nous sommes enfermés. Alors la caméra aussi a raconté qu'on était enfermés, donc c'était gagné à ce point de vue. Pari étonnant que de filmer, sitôt après la fin de la guerre, cette galerie de crapules, de collabos. Il n'y a que 3 personnages sympathiques. Le film est audacieux dans la description de certains personnages. L'homosexualité de Michel Auclair, et la mort de Dalliot est un des grands moments de l'œuvre de Clément. Non. Non. Alors, ça y est? C'est loué cette boutique? Non, faut que tu viennes! Pourquoi? Pour signer! Je sais pas signer. Tu feras une croix, c'est la loi! Ah alors, respect à la loi, hein? Gervaise, belle adaptation de Zola, sous-estimée, est une autre démonstration de brio, aussi bien dans l'accident de Coupeau Et les fers, bougre de feignant. Ah. Oh, merde! Sinon! Sinon! que dans la mémorable scène du déjeuner, filmée à la grue, dans des recadrages si fluides. Ça, c'est une dame. Elle a de ses cuits. Elle s'est pas engraissée en léchant les murs, celle-là. Qui c'est qui la coupe? Bon, c'est pas difficile. Tu prends n'importe où, tu tires dessus. Les morceaux sont toujours bons. Papa, toi, tu sais pas. Bon, alors qui? Monsieur Poisson. Il a l'usage des arts. Avec des personnages mémorables comme Monsieur Poisson, ce gendarme qui fait claquer les vessies de Macro sous ses bottes. Elle était belle, celle-là. Hein? Bonne occasion de rendre justice à Lucien Hubert, formidable comédien de second plan. Son père a été tué et puis sa mère. Qu'est-ce qu'il fasse? Quelques années plus tard, ce sera le choc de Monsieur Ripois. Film incroyablement en avance sur son temps, qui anticipe sur les méthodes de tournage de la nouvelle vague. Le meilleur rôle de Gérard Philippe. Et puis tout à coup, Plein Soleil, qui n'a pas pris une ride. Le choc de l'affrontement entre un Delon génial et Maurice Ronet. Coche le petit feu! Là! À propos, vous n'avez pas songé à me tuer en sortant du yu-yu? Pas en sortant du yu-yu, mais une fois ou deux auparavant. Ah. Là, vous m'intéressez. Qu'est-ce que vous dites? Rien. On rigole. C'est donc pour ça que vous avez pris mes relevés de banque. Exactement. Vous me tuez, vous voilà riche. Eh bien voilà, on ne peut rien vous cacher. Ce dernier a tellement de force et de présence qu'il continue à exister, à peser sur les scènes, sur Ripley, après sa mort, grâce au regard de Clément qui rend organique, physique, cette histoire de possession.
jouant sur les accessoires, valises, sacs, que trimballent sans cesse Delon et qui deviennent presque des personnages, tout comme les costumes. Oui, il nous a joué la comédie. Où il s'est tué. L'entrebâillement d'une armoire dans un hôtel de pauvres révèle une veste que nous sommes les seuls à voir et qui nous renvoie à la mort de René. L'esthétisme de Clément n'exclut jamais le spectateur. Je peux quitter Rome maintenant. Donc vous restez en Italie. Je ne vois pas l'inconvénient. René Clément m'a appris à jouer la comédie, il m'a appris à me mouvoir devant une caméra, il m'a appris une science que je trouve qui est très particulière chez René Clément et qui est merveilleuse pour un acteur, c'est le regard. Pour René Clément, tout doit se passer dans les yeux, tout doit se passer dans le regard. Et ça, c'est une chose extraordinaire que René m'a appris. Clément, qui pratiquait la voile, sait vraiment filmer la mer et le voilier, sait trouver les angles, utiliser toutes les possibilités du décor. On peut expliquer ses échecs par une inadéquation entre son talent et les matériaux qu'il choisit. Orange, qui l'admirait, me disait « C'est un insecte qui fait son nid avec le même talent, la même application dans un bois de sapin et dans un bois d'acajou. Je ne sais pas s'il y voit une différence. Certains de ces nids qu'il a fabriqués sont des demeures princières. » Un jour, je parlais avec Jouvet et il m'a dit « Tu sais, ce gars-là, c'est un type dans le genre de Dickens. » Et je crois que c'est la meilleure définition qu'on ait donnée de Clouseau, parce que, surtout dans Quai des Orfèvres, il y avait une vérité et un côté populiste, dans le bon sens du terme, qu'on ne retrouve que dans certaines grandes littératures. Jouvet vous a identifié à Dickens. Non, je ne savais pas. Eh bien, je vous l'apprends. Disant que vous étiez un peintre de personnages. J'aime beaucoup Dickens. La remarque de Jouvet est assez perçante. Il faut se remémorer que la dureté du propos de Dickens frappait ses contemporains, tout comme celle de Clouseau. Et pourtant, comme l'a si bien montré Chesterton, cette dureté, cette âpreté, était imprégnée de compassion, une compassion que l'on retrouve chez l'auteur du Corbeau. Oui, vous recouchez, vous allez prendre froid. Compassion qu'on a souvent refusé de voir pour se polariser sur la noirceur du propos. Pourtant, regardez avec quel respect Clouseau met en scène cette histoire d'amour avec une infirme. Ah oui, je vois, c'est après. Nous avons eu un accident de voiture, mon frère et moi, quand nous étions gosses. Histoire d'amour unique dans le cinéma de l'époque. Est-ce que ça m'empêche d'être belle fille? Est-ce que ça empêche les hommes d'avoir envie de moi? Est-ce que ça vous empêche d'avoir envie de moi? Non, pardonnez. Ah, mais je peux tout de même pas vous dénoncer quelqu'un au hasard. Tu diras ça à ta femme, mais à tes trois gosses. Regardez comment il filme Pierre Larquet, obligé de dénoncer. Je vous fais bien mes excuses, madame, mais on n'est pas les plus forts. Et les blessures qu'on sent dans le personnage de Jouvet. Vous l'aimez bien, hein, votre gosse? C'est tout ce que j'ai rapporté des colonies. Avec le paludisme, 15 ans de brousse. Ah, des vaches. Regarde-moi ça, s'il a les grâces. Hein? Ah, il travaille bien, tu sais.
Sauf pour la géométrie, là. Il n'est pas champion. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Aviateur, tiens. Un sonnage, j'étais comme lui, et puis j'ai atterri. Sidi Belabès, sergent en chef. Dans le livret du DVD américain du Salaire de la peur, le grand romancier Denis Lehane, Mystic River, analysait remarquablement ce qui faisait la force et l'originalité de Clouzot. La distance que prend Clouzot avec ses personnages traduit un mélange complexe, étrange, de méfiance et d'amour. Dire que Clouzot est anti-tout peut paraître juste à première vue, mais de manière superficielle. Il applique si bien à ses chefs-d'œuvre que sont Le Corbeau, Quai des Orfèvres ou Le Salaire de la peur, notamment à cette première partie du Salaire qui fut mutilée aux États-Unis. Le film attendit 2 ans avant de sortir, car il était jugé trop anti-américain. Time Magazine écrivit même qu'il s'agissait d'un des films les plus maléfiques jamais tournés. Le Corbeau avait réussi à regrouper contre lui, dans une alliance improbable, les conservateurs, les catholiques du MRP et les communistes, Joseph Kessel et Georges Sadoul. On y parlait d'avortement, le docteur refusait d'aller à la messe. Ah, c'est vrai, vous ne nous accompagnez pas à l'église. Non, je regrette, je ne suis pas croyant. J'aurais dû m'en douter. Vous avez la sécurité de l'athée. On cherchait en vain un héros positif, cher à l'esthétique du réalisme socialiste. Enfin, mon cher, tout de même, quand vous rencontrez une mauvaise bête. J'en rencontre une chaque matin dans ma glace, accompagnée d'un ange. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté? Quelle littérature! Il n'y a qu'à arrêter la lampe. Arrêtez-la. Vous êtes brûlé. Vous voyez, l'expérience est concluante. Lors d'une campagne haineuse, on inventa les pires mensonges. Ce film, disait-on, voulait discréditer la France. Il avait été distribué en Allemagne sous le titre d'une petite ville française, ce qui est totalement faux. D'abord, la Tobis, société de distribution, l'avait refusé parce que trop noir, et en plus, son certificat d'exportation n'avait jamais été signé. Encore une. Et celle-ci, c'est ma 17e. Une carte postale anonyme. Il y en a même pour la poste restante. Naturellement, tout le monde en est écrit. Dès ma première vision, j'avais senti que cette soi-disant apologie de la délation disait exactement le contraire, et que beaucoup de spectateurs l'avaient compris dès l'époque, ce que me confirma Gilles Perrault. Vous ne semblez pas avoir conscience de notre mission. Quelles que soient les circonstances, une lettre qui vous est confiée doit être remise à son destinataire. Grandeur et servitude postale. Ah, celle-ci pour moi, je la prends. S'ajoutait aussi le fait, seul élément véritablement à charge, que Clouzot avait tout de suite accepté de diriger le département scénario de la Continentale, une société allemande créée à la demande de Joseph Goebbels et dirigée par l'énigmatique Alfred Greven, lequel avait conditionné le redémarrage du cinéma français au fait que sa société puisse fonctionner. On peut se demander si Clouzot aurait dû accepter. Mais une fois nommé, on ne trouve rien à lui reprocher, ni dans sa conduite, ni dans ses propos, ni dans le choix des sujets. Il protège des scénaristes juifs, comme Jean-Paul Dreyfus, alias Jean-Paul Le Chanois, comme Jean Ferry, alias Jean Lévy. Il protège des actrices juives. Clouzot a été l'animateur de toute la production de la Continentale. Si on regarde la production de la Continentale, il n'y a rien à lui reprocher à cet égard. Oui, et on ne peut pas distinguer la production de la Continentale du reste de la production française de l'époque. Non, on peut même dire qu'elle était supérieure. Enfin, je dirais elle avait d'ailleurs l'état de raison d'être bonne dans la mesure où elle bénéficiait de très grands metteurs en scène et des plus grands acteurs. À la Libération, il est d'abord condamné à une interdiction à vie d'exercer son métier et le film est interdit. Mais comme l'a montré René Château,
sous la pression de cinéastes comme Jacques Becker, pourtant proche du Parti communiste, de scénaristes comme Pierre Bost et Henri Janson, la peine se trouve réduite à 2 ans. Citons justement Janson qui écrivit au président des écrivains résistants, Armand Salacrou, « Mais mon cher Armand, tout le monde sait très bien que Clouzot n'a pas été plus collaborateur que toi, tu as été résistant. » Et dans son célèbre pamphlet « Coco contre Corbeau », il comparait le film de Clouzot à des œuvres de Zola, de Mirbeau, qui avaient subi aussi les foudres de la censure. On voit que le pessimisme de Clouzot avait de quoi s'alimenter. Mais comme le remarque Denis Lehane, il ne nous dit pas « regardez comment le monde est laid », mais plutôt « regardez ce que nous en avons fait ». Cela explique aussi pourquoi ces films continuent à nous toucher. Leur dureté nous paraît ni abstraite, ni plaquée. Tu es là, papa? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu te chercher. Il fait froid, tu sais. Il y a plein de neige dehors. À l'école, on a fait un bonhomme. Bonjour, monsieur. Montez. Assieds-toi là, que je ne t'entends plus. Alors, où est-ce qu'on vous l'a piqué, votre bagnole? Je sais plus. J'ai la tête qui tourne. Ça doit être le froid. Dis-le, mon petit père, mets-le un peu de charbon dans le poêle, tu veux. Rocher, ici. Il n'y a plus de charbon. Clouzot laisse toujours une marge à ses personnages. Il est très intéressant de le voir répondre à Panigel là-dessus. Quand on essaye de lui faire dire que Blier est un être un peu méprisable, et qu'il sourit et dit « Oui, c'est certainement un faible. » Lâche et violent. Coléreux. Ma Jenny, je t'en prie. Tiens-toi un peu. Après qui tu en as? Léo montrait une chanson formidable. Il te l'a montré avec les gestes. Quelle mentalité! Bon couillon! Tu ne sais pas qu'à Marseille, on chante avec les mains? Oui. C'est pas une raison pour flotter les cuisses de ma femme. Il battait la mesure. Oh, dis ma belle, laisse-le dire. Pensez que ce produqué peut être jaloux d'un vieux museau comme le mien, c'est flatteur. C'est impressionnant d'imbécilité, mais c'est flatteur. D'abord, je suis pas jaloux. Alors tu peux faire la franc. Nous avons tous certaines obsessions d'abord, mais en plus de ça, je préfère de beaucoup un garçon qui a certains vices et qui est indulgent aux vices des autres qu'un monsieur qui est parfaitement vertueux et intolérant. Rue d'une banlieue chic semble truffée de pièges, de présences inquiétantes. Docteur, Tournage des espions, un livre cocasse et magistral, Le Premier Spectateur, dialogué comme du Pinter, qui nous rend la folle exigence, la passion de Clouzot proche, si proche. Écoutez-le parler à son ingénieur du son. Cela donne un monologue qui est peut-être ce qu'on a écrit de plus beau sur le métier de cinéaste. Tu sais ce que c'est, le metteur en scène? Le premier spectateur. Le premier spectateur? Oui. Pendant que je suis là à gueuler, comme tu dis, je suis en même temps assis, crevé, en fin de semaine, au dernier rang d'un petit cinéma de Poitiers ou d'Angoulême. Pas très chauffé, ce cinéma. J'écoute cette histoire dont je ne sais pas la fin. Je vois entrer ces drôles de types que je ne connais pas. Je les distingue tant bien que mal, de loin, sur un écran un peu passé. Il y a des gens qui toussent. Il y a toujours des gens qui toussent. J'ai des ennuis d'argent, ma femme est à côté de moi. Je n'aime pas sortir seul. On comprend mieux les films, paraît-il, quand on est deux. Et puis il y a une phrase que je ne comprends pas, parce qu'une voiture passe sur l'avenue. Et mon spectateur de Poitiers, mon film l'a lâché une seconde. Et moi, je l'ai senti, moi l'emmerdeur, parce que dans ce studio,
Avec les millions qui défilent, je suis tous les jours, chaque seconde à côté de la caméra, le premier spectateur. C'est ça, le metteur en scène, la peau des gens.